Le 11 octobre 2001, la famille Fournier s'est volatilisée sur l'autoroute A6, en plein cœur de la France. Pendant 15 longues années, leur disparition est restée l'un des mystères les plus douloureux du pays, un dossier classé sans suite, une plaie béante pour leurs proches. Jean-Pierre, Hélène et leurs 2 enfants, Lucas et Chloé, se sont évaporés sans laisser la moindre trace, comme s'ils n'avaient jamais existé, jusqu'à ce qu'une découverte totalement inattendue, dans un lieu improbable, ne vienne tout remettre en question. Un simple cahier de dessin d'enfant, retrouvé par hasard à l'intérieur d'un vieux pneu abandonné, a révélé une vérité plus sombre et plus complexe que tout ce que les enquêteurs avaient pu imaginer. Comment est-il possible que la vérité soit restée cachée si longtemps, si près de tous? Avant de vous raconter comment le simple dessin d'une fillette de 7 ans a pu démanteler un réseau de mensonges et de corruption, commentez ici de quelle ville vous nous regardez, et abonnez-vous à la chaîne. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer l'incroyable enchaînement des événements que cette découverte a déclenchés. C'est une histoire qui prouve que parfois, les plus petites voix sont celles qui crient la vérité la plus assourdissante. Ce que contenait ce cahier N n'était pas seulement des dessins d'enfants, mais la clé d'une conspiration qui avait réussi à réduire au silence toute une famille. La suite de ce récit va vous montrer à quel point la persévérance et un coup du sort peuvent changer le cours de la justice, même après une décennie et demie de silence glacial. Pour comprendre l'ampleur de cette tragédie, il faut d'abord connaître les Fournier. Ils n'étaient pas une famille de gros titres, mais le cœur battant de la France rurale. Jean-Pierre, 45 ans, était un agriculteur à l'ancienne, un homme dont les mains portaient les marques de la terre qu'il aimait tant. Sa foi était aussi solide que les chênes de sa Bourgogne natale. Hélène, 42 ans, était le pilier de la famille. Une femme douce et pragmatique, qui gérait le foyer avec une générosité sans faille. Leur fils aîné, Lucas, 16 ans, était un adolescent plein de rêves de mécanique et de vie urbaine, souvent en conflit avec son père mais profondément loyal. Et puis il y avait Chloé, 7 ans, le rayon de soleil de la maison, une petite artiste inséparable de son cahier de dessin, son refuge. Ce 11 octobre 2001 était un jour comme les autres, empreint de la routine rassurante qui précédait leur pèlerinage annuel à Lourdes. Un rituel de foi et de famille. Hélène avait passé la matinée à préparer des sandwichs et des thermos de café, tandis que Jean-Pierre vérifiait une dernière fois les niveaux d'huile de leur vieille mais fidèle Peugeot 504. Lucas, comme tout adolescent, se plaignait de la musique religieuse qui passerait en boucle à la radio, mais aidait tout de même à charger les bagages. Chloé, assise à la table de la cuisine, remplissait déjà les pages de son cahier, avec des dessins colorés de leur voyage à venir. Personne ne pouvait se douter que ces gestes simples, ces moments de vie ordinaire, étaient les derniers. Était le dernier matin où la maison des Fournier résonnerait de leur voix. Leur départ s'est fait sans fanfare, un simple au revoir aux voisins, la promesse de ramener une bougie de Lourdes. La dernière fois qu'ils ont été vus de manière certaine, était sur une aire de repos de l'autoroute A6, à environ 150 km de chez eux. Un témoin, un chauffeur routier, se souvient les avoir aperçus près de leur voiture, le capot ouvert. Ils semblaient avoir un problème mécanique. C'est alors qu'une dépanneuse s'est arrêtée. Le conducteur, décrit comme un homme âge mûr à l'air aimable, leur a proposé son aide. La famille, soulagée et reconnaissante, a accepté. Ce geste de bonté apparent a été le dernier acte de leur vie publique. À partir de cet instant, la famille Fournier a été effacée de la surface de la terre, engloutie par l'anonymat de l'asphalte. L'inquiétude a commencé à poindre le soir même, lorsque la famille ne s'est pas présentée au petit hôtel de Lourdes où ils avaient réservé. Les proches, d'abord perplexes, ont senti la panique les envahir au fil des heures silencieuses. Le lendemain matin, leur disparition a été officiellement signalée. L'enquête de la gendarmerie a débuté, mais elle a rapidement piétiné. La première théorie, cruelle et infondée, fut celle d'une fuite volontaire pour échapper à des dettes inexistantes, une hypothèse qui a profondément blessé la famille restée derrière. Une semaine plus tard, la Peugeot 504 a été retrouvée sur le parking d'une gare dans une autre ville. Elle était impeccablement propre, sans aucune empreinte digitale, aucun signe de lutte, aucun objet personnel. Était une scène de crime parfaite, sans crime apparent. Le mystère ne faisait que épaissir. Les années qui suivirent furent un long supplice pour les proches des Fournier. Chaque appel téléphonique, chaque voiture inconnue ralentissant dans la rue, ravivait un espoir aussitôt anéanti. Le frère de Jean-Pierre, Michel, a consacré sa vie et toutes ses économies à retrouver sa famille. Il a engagé des détectives privés, suivi des centaines de fausses pistes qui l'ont mené aux quatre coins de la France, s'accrochant au moindre indice, à la plus mince des rumeurs.
Mais chaque piste se révélait être une impasse, chaque espoir une nouvelle déception. La douleur de l'incertitude, cette absence de réponse, a rongé la famille élargie. Les grands-parents sont tombés dans une dépression silencieuse dont ils ne se sont jamais remis. Dans leur petit village de Saône-et-Loire, un voile de méfiance et de tristesse s'est abattu, brisant à jamais le sentiment de sécurité qui régnait autrefois. L'enquête officielle, quant à elle, s'est enlisée dans les sables mouvants de la bureaucratie et du manque de preuves. Le portrait robot du gentil dépanneur, basé sur un témoignage vague, n'a jamais abouti à une identification formelle. Des dizaines d'hommes ont été interrogés, mais aucun ne correspondait. Les enquêteurs ont exploré toutes les pistes. Enlèvement crapuleux, règlement de compte, accident dissimulé. Rien. Le dossier Fournier est devenu un cold case, un de ces fantômes qui hantent les archives de la police. Pour le monde extérieur, la famille était devenue un fait divers. Une histoire triste, que l'on raconte parfois. Mais pour Michel et les quelques proches qui refusaient d'oublier, était une blessure ouverte, une question lancinante qui les empêchait de dormir, nuit après nuit. Où étaient-ils? Que leur était-il arrivé? La communauté agricole, autrefois si soudée, a commencé à se fissurer sous le poids du non-dit. Des regards soupçonneux étaient échangés au marché, des chuchotements éteignaient lorsque Michel passait. Certains pensaient qu'il était devenu fou, obsédé par une quête sans espoir. D'autres, rongés par une peur sourde, se demandaient si le mal pouvait vraiment frapper si près de chez eux, de manière si arbitraire. La ferme des Fourniers, laissée à l'abandon, est devenue un mémorial silencieux. La nature y reprenait lentement ses droits, les mauvaises herbes envahissant le potager d'Hélène, la peinture de la balançoire de Chloé écaillant sous la pluie. Le temps semblait vouloir effacer toute trace de leur existence, mais il ne parvenait pas à effacer la douleur de leur absence. Pendant 15 ans, le silence a été la seule réponse. 15 ans de jours de l'an sans eux, de Noël marqués par des chaises vides, d'anniversaires qui, étaient plus que des dates sur un calendrier de deuil. La technologie a évolué, le monde a changé, mais l'affaire Fournier est restée figée en 2001, à cette aire d'autoroute. Les enquêteurs initiaux sont partis à la retraite, remplacés par une nouvelle génération, pour qui ce dossier était qu'une pile de papier poussiéreux. Pour la justice, l'affaire était morte. Il semblait que le secret de leur disparition serait emporté à jamais, laissant derrière lui une énigme insoluble, et des cœurs brisés. Le destin cependant avait d'autres plans. Il attendait patiemment, dans un entrepôt rempli de ferraille, sous la forme d'un vieux pneu usé. La découverte de la Peugeot 504, loin d'apporter des réponses, n'a fait que creuser un abîme de questions. Le véhicule avait été nettoyé avec une précision chirurgicale, effaçant la moindre empreinte, le moindre cheveu, la moindre fibre textile. Était une coque vide, anonyme, comme si la vie des Fourniers n'y avait jamais pris place. Pour les enquêteurs, était la signature d'un acte prémédité, exécuté par des professionnels. L'hypothèse d'une simple panne suivie d'un enlèvement opportuniste s'effondrait. Quelqu'un avait voulu les faire disparaître, et avait méticuleusement effacé toute preuve de son passage. Cette propreté glaçante était plus terrifiante que n'importe quelle scène de violence. Elle parlait d'une organisation, d'un sang-froid qui dépassait l'entendement. La gendarmerie se retrouvait face à un mur. Un crime parfait sans corps ni mobile apparent. L'enquête venait à peine de commencer qu'elle était déjà dans une impasse totale. Face à l'inertie de l'enquête officielle, Michel Fournier a refusé de baisser les bras. Il s'est lancé dans une quête éperdue. Une croisade personnelle qui allait consumer les 15 années suivantes de sa vie. Il a vendu une partie de ses propres terres pour financer ses recherches, placardant des milliers d'affiches avec les visages souriants de sa famille sur les murs de gare et les aires d'autoroute. Il a suivi chaque rumeur, chaque appel anonyme, même les plus farfelus. Il a parcouru la France en long et en large, interrogeant des routiers, des saisonniers et des marginaux, quiconque aurait pu voir quelque chose ce jour-là. Chaque nouvelle piste était une bouffée d'oxygène, mais chaque impasse le laissait un peu plus brisé, un peu plus seul. Son obsession était devenue sa raison de vivre, mais elle le coupait aussi du reste du monde, le transformant en un fantôme hanté par d'autres fantômes. Le drame des Fourniers a eu l'effet d'une onde de choc dans leur petite communauté de Saône-et-Loire. La peur s'est installée, silencieuse et insidieuse. Les portes, autrefois laissées ouvertes, se fermaient désormais à clé. La confiance, pilier de cette vie rurale, s'est érodée. Chacun se demandait si un voisin, un ami, pouvait cacher un si terrible secret. Les parents de Jean-Pierre et d'Hélène, anéantis par le chagrin et l'incompréhension, se sont murés dans un silence douloureux, leur santé déclinant à vue d'œil jusqu'à leur décès quelques années plus tard, sans jamais avoir su la vérité. La ferme des Fourniers, avec ses volets clos et son jardin retourné à tas sauvage,
est devenue une cicatrice dans le paysage, un rappel constant et douloureux de la tragédie. Le village ne serait plus jamais le même, son innocence perdue à jamais sur le bord d'une autoroute. Au fil des ans, la famille a dû endurer la cruauté supplémentaire des fausses pistes et des canulars. Des médiums peu scrupuleux les ont contactés, leur vendant de faux espoirs en échange de quelques billets. Un jour, un appel anonyme a affirmé avoir vu la famille dans un camping en Espagne, envoyant Michel dans un voyage de plusieurs milliers de kilomètres pour rien. Une autre fois, une lettre de demande de rançon est arrivée, se révélant être l'aile, œuvre d'un escroc qui tentait de profiter de leur désespoir. Chaque nouvel espoir était une torture, un cycle infernal de montée d'adrénaline suivi d'un effondrement encore plus profond. Ces moments étaient presque pires que le silence, car ils ravivaient la douleur à vif, forçant la famille à revivre le traumatisme initial encore et encore. Était une forme de torture psychologique lente, qui usait les nerfs et brisait les cœurs un peu plus à chaque fois. L'enquête de la gendarmerie, malgré les efforts initiaux de quelques individus dévoués, s'est progressivement essoufflée. Le dossier Fournier est devenu une pile de carton qui prenait la poussière dans une salle d'archives. Les enquêteurs de la première heure ont été mutés ou sont partis à la retraite, emportant avec eux leur connaissance intime de l'affaire. Pour leurs successeurs, ce N était qu'un cold case parmi d'autres. Une énigme sans solution, un échec professionnel, qu'il valait mieux ne pas réveiller. Le portrait robot du dépanneur n'a jamais été diffusé à grande échelle, et les rares indices matériels, comme les relevés téléphoniques, n'ont rien donné avec la technologie de l'aile, époque. La justice, impuissante, a fini par classer l'affaire sans suite en 2008, 7 ans après la disparition. Était un coup de massue pour la famille, l'abandon officiel de tout espoir de la part des autorités. Pour les proches, la vie a dû continuer, mais elle était à jamais marquée par cette absence. Les anniversaires de Jean-Pierre, Hélène, Lucas et Chloé sont devenus des jours de recueillement silencieux, des dates gravées dans la pierre de leur mémoire. À chaque Noël, 4 chaises restaient vides à la table familiale, un rappel poignant de ce qui manquait. Comment faire le deuil de quelqu'un qui n'est ni vivant ni mort? Cette perte ambiguë est une blessure qui ne se referme jamais. On ne peut pas pleurer un défunt, mais on ne peut pas non plus espérer un retour. On vit dans un entre-deux permanent, un purgatoire émotionnel, où le passé est une douleur constante, et le futur une page blanche angoissante. Cette incertitude rongeait les survivants de l'intérieur, les empêchant de trouver la paix et de tourner la page. 15 années se sont écoulées, une éternité. Le monde avait changé. Internet et les smartphones étaient devenus omniprésents, rendant une telle disparition presque impensable à l'ère moderne. L'affaire Fournier était tombée dans l'oubli pour le grand public, une note de bas de page dans les annales des faits divers français. La plupart des gens avaient oublié les visages de cette famille souriante sur les vieilles photos de journaux. Seul Michel, vieilli avant l'île, âge mais toujours aussi déterminé, continuait de remuer ciel et terre, s'accrochant à la conviction que la vérité était quelque part, attendant, d'être découverte. Le silence était devenu la norme, un linceul épais recouvrant le mystère. Personne n'imaginait qu'à quelques kilomètres de là, dans un entrepôt de ferraille, un vieux pneu contenait la clé qui allait faire voler en éclats ces 15 années de silence assourdissant. Le destin, parfois, choisit les messagers les plus improbables, et les lieux les plus ordinaires pour révéler ses secrets les mieux gardés. En 2016, à quelques kilomètres seulement de l'autoroute A6, Marcel, propriétaire d'un petit garage sur le point de prendre sa retraite, décida de faire le grand ménage dans un vieil entrepôt qui lui servait de dépotoir depuis des décennies. Était un homme de 78 ans, dont les mains portaient les cicatrices d'une vie de labeur. Il ne se doutait pas qu'au milieu de la ferraille, des pièces détachées et des souvenirs d'une autre époque, il allait déterrer le fantôme d'une tragédie nationale. Ce jour-là, son intention était simple. Faire de la place, jeter le passé. Mais le passé, lui, était pas prêt à être jeté. Il attendait, silencieux, dans l'obscurité d'un pneu usé. Au fond de l'entrepôt, empilé avec une douzaine d'autres, se trouvait une vieille carcasse de pneus Michelin, craquelée par le temps. En la soulevant pour la jeter dans la benne, Marcel fut surpris par son poids. Il était lourd, anormalement lourd. Intrigué, il le posa au sol, et l'examina. Rien ne semblait anormal de l'extérieur, si ce n'est une usure prononcée. Poussé par une curiosité de mécanicien, il attrapa un cutter et commença à entailler le flanc épais du caoutchouc. L'odeur âcre du vieux pneu se mêla à la poussière ambiante. Après quelques efforts, la lame traversa la paroi et buta contre quelque chose de dur et de souple à la fois. Ce N était pas une jante. Était autre chose, quelque chose qui n'avait rien à faire là. Quelqu'un avait délibérément caché un objet à l'intérieur.
Avec précaution, il élargit l'ouverture et plongea la main à l'intérieur. Ses doigts rencontrèrent la surface lisse d'un plastique épais. Il tira et extirpa un paquet rectangulaire, soigneusement emballé et scellé avec du ruban adhésif industriel. Le paquet était sale, couvert de poussière et de toiles d'araignée, mais il semblait parfaitement étanche. Le cœur de Marcel se mit à battre un peu plus vite. Dans sa longue carrière, il avait entendu des histoires de contrebandiers, cachant de la drogue ou de l'argent dans des pneus. Mais cela semblait différent. L'emballage était trop soigné, trop méticuleux. Était elle, œuvre de quelqu'un qui voulait préserver son contenu à tout prix, le protéger du temps et de l'humidité. Il posa le paquet sur son établi, prit une profonde inspiration et commença à défaire le ruban adhésif. Une fois la première couche de plastique retirée, il en découvrit une seconde, puis une troisième. Enfin, il atteignit l'objet. Au milieu de la graisse et de la rouille de son garage, apparut un cahier de dessins d'enfants, avec une couverture en carton coloré représentant des animaux de la ferme. Il était incroyablement bien conservé, comme si le temps n'avait pas eu d'emprise sur lui. Marcel resta un instant silencieux, perplexe. Un cahier d'enfants ? Pourquoi tant de précautions pour cacher un objet si anodin ? Il l'ouvrit délicatement, les pages fines et fragiles crissant sous ses doigts usés. Il ne le savait pas encore. Mais il tenait entre ses mains, non pas un simple cahier, mais le testament silencieux d'une enfant. La clé d'une énigme qui avait brisé des vies et déconcerté la France entière pendant 15 ans. Les premières pages étaient un voyage dans le monde innocent d'une fillette de 7 ans. Il y avait des dessins de fleurs aux couleurs vives, un soleil souriant, un chat maladroitement esquissé. Puis, un portrait de famille. Un homme, une femme, un garçon plus grand et une petite fille. Tous se tenant la main devant une maison, avec une cheminée qui fume. Marcel sentit un frisson le parcourir. Il se souvenait vaguement des visages sur les vieilles affiches, des reportages télévisés qui avaient tourné en boucle des années auparavant. La famille Fournier. Étaient eux. Il continuait de tourner les pages, le cœur serré, comme s'il violait une intimité sacrée. Chaque dessin était une fenêtre sur une vie brutalement interrompue, un éclat de bonheur figé dans le temps, avant que l'obscurité ne s'abatte. Puis, il arriva à la dernière page, le dernier dessin, celui qui allait tout changer. L'innocence avait disparu, remplacée par une scène d'une tension palpable, même dans son exécution enfantine. On y voyait la Peugeot 504 familiale, le capot ouvert. À côté, une dépanneuse. Mais il y avait une troisième voiture, une berline noire, moderne et menaçante, avec un étrange symbole dessiné sur la portière. À côté de cette voiture se tenait un homme. Chloé lui avait dessiné un grand sourire. Mais son visage était entièrement recouvert d'un gribouillage noir, furieux, comme si la petite fille avait voulu effacer ou masquer ce qui se cachait derrière ce sourire. Était une image glaçante, le récit confus mais terrifiant des derniers moments de liberté de la famille, vu à travers les yeux d'une enfant qui ne comprenait pas le danger, mais le ressentait avec une force primitive. Le sang de Marcel se glaça. Ce n'était pas un simple dessin, était une scène de crime. La dépanneuse, le gentil dépanneur dont le seul témoin avait parlé, était bien là. Mais cette berline noire, ce symbole, cet homme au visage effacé par la rage, personne n'en avait jamais parlé. Était la pièce manquante du puzzle, la preuve que l'histoire de la simple panne était un mensonge. La vérité était bien plus sombre, bien plus organisée. Chloé, dans son innocence, avait enregistré le détail que tous les adultes avaient manqué. Le vieil homme resta assis pendant de longues minutes, le cahier posé devant lui, le poids de sa découverte là-dalle, écrasant. Il était plus un simple garagiste nettoyant son entrepôt. Il était le dépositaire d'une vérité, qui avait attendu 15 ans pour éclater. Il savait ce qu'il devait faire. Il attrapa son téléphone et composa le 17. Au commissariat local, l'appel de Marcel fut d'abord accueilli avec un certain scepticisme. Un vieil homme, une histoire de pneus, un dessin d'enfant lié à une affaire classée depuis près d'une décennie. Cela ressemblait à une fantaisie. Mais l'insistance de Marcel, la précision de ses descriptions, finirent par piquer la curiosité d'un jeune lieutenant de gendarmerie, fraîchement sorti de l'aube, école et avide de faire ses preuves. Contre l'avis de ses supérieurs, qui considéraient le dossier Fournier comme un cimetière professionnel, il décida de se rendre lui-même au garage. Lorsqu'il vit le cahier, et surtout le dernier dessin, il comprit immédiatement que le vieil homme n'avait rien inventé. La berline noire et son symbole n'apparaissaient dans aucun rapport d'enquête. Était un élément entièrement nouveau, une piste inexplorée qui pouvait potentiellement tout faire basculer. Le cahier de Chloé fut envoyé en urgence au pôle d'instruction de Dijon. Il était plus un simple objet,
il était devenu la pièce à conviction numéro 1 d'une affaire que l'on croyait morte et enterrée. Les experts de la police scientifique l'analysèrent avec un soin infini. Le plastique avait protégé les pages de l'humidité, préservant non seulement les dessins, mais aussi de potentielles empreintes ou traces ADN. Des psychologues spécialisés dans les témoignages d'enfants furent consultés. Leur conclusion était unanime. Le dernier dessin N n'était pas une simple fantaisie. Il représentait un événement réel, traumatisant, et le visage gribouillé traduisait une peur ou une colère intense envers l'individu représenté. L'enquête sur la disparition de la famille Fournier était officiellement rouverte, non plus comme un cold case, mais comme une enquête prioritaire pour enlèvement et séquestration en bande organisée. La nouvelle de la découverte se répandit comme une traînée de poudre, d'abord dans la presse locale, puis au niveau national. Le dessin de Chloé fit la une de tous les journaux, son témoignage posthume touchant la France en plein cœur. Pour Michel Fournier, qui n'avait jamais abandonné, la nouvelle fut un séisme. 15 années de lutte solitaire, de nuits blanches, de fausses pistes et de désespoir. Et soudain, la voix de sa petite nièce, venue d'outre-tombe, lui offrait ce qu'il n'osait plus espérer. Une piste. Une vraie piste. En voyant le dessin à la télévision, il s'effondra en larmes. C était un mélange insupportable de douleur ravivée et d'un nouvel espoir féroce. La vérité était là quelque part, et ce simple bout de papier était la promesse qu'elle serait enfin révélée. Le silence était rompu. La chasse aux fantômes pouvait enfin commencer. La publication du dessin de Chloé, dans les médias nationaux, agit comme un électrochoc. Dans sa maison de retraite en Bretagne, Jacques Dubois, un ancien gendarme qui avait travaillé sur les premières heures de l'affaire, est figé devant son téléviseur. Ses yeux sont rivés sur le symbole dessiné sur la portière de la berline noire. Ce n'est pas un gribouillage. C'est un logo. Un détail qu'il avait hanté pendant des années. Une forme entrevue dans un coin de son esprit sans jamais pouvoir la nommer. Après 15 ans de brouillard, la mémoire lui revient avec une clarté brutale. Il se souvient. Il se souvient où il a déjà vu ce symbole. Pris d'une urgence qu'il n'avait plus ressentie depuis sa retraite, il décroche son téléphone. Pour la première fois depuis une décennie, il allait appeler ses anciens collègues de la gendarmerie. Grâce à l'appel de l'ancien gendarme, les enquêteurs identifient rapidement le symbole. Il appartenait à Prestige Transport, une société de transport de luxe qui avait fait faillite en 2005. Sur le papier, l'entreprise était irréprochable, spécialisée dans le transport de personnalités et d'hommes d'affaires. Mais le témoignage de Jacques Dubois évoque de vieilles rumeurs, des bruits de couloir qu'il alliait à des activités bien moins légales, la décrivant comme une façade pour le blanchiment d'argent et les basses œuvres de clients puissants. Les enquêteurs se plongent alors dans une montagne d'archives poussiéreuses, un travail de fourmi pour reconstituer l'historique d'une entreprise morte depuis plus de 10 ans. Ils cherchent un nom, une connexion, n'importe quoi, qui pourrait relier cette société à la famille Fournier. La première pièce du domino venait de tomber. Pendant que la police suit la piste officielle, une jeune journaliste indépendante, Élise Martel, décide de mener sa propre enquête. Fascinée par la force du témoignage de Chloé, elle sent que l'histoire est plus grande qu'un simple fait divers. Elle passe des semaines à retrouver et à interviewer d'anciens employés de Prestige Transport. La plupart refusent de parler, encore effrayés, même après toutes ces années. Mais elle finit par trouver un ancien chauffeur, un homme rongé par la maladie et les regrets, qui accepte de lui parler sous couvert d'anonymat. Il lui révèle le secret le mieux gardé de l'entreprise. Son véritable propriétaire, N, n'était pas l'homme dont le nom figurait sur les statuts, mais un puissant groupe immobilier nommé Terra Nova, connu pour ses méthodes d'acquisition pour le moins agressives. Le nom Terra Nova fait l'effet d'une bombe dans le bureau des enquêteurs. Ce n'est plus une affaire d'enlèvement crapuleux, mais une possible conspiration impliquant un géant économique. En fouillant dans les archives cadastrales de la région de Saône-et-Loire, ils découvrent que, entre 1999 et 2001, Terra Nova avait racheté des dizaines de parcelles agricoles pour un projet de grande zone commerciale. Le projet avait finalement été abandonné, mais les cartes de l'époque montrent un trou béant au milieu de leur zone d'acquisition. Une seule parcelle, petite mais stratégiquement située, n'avait jamais été vendue. Elle appartenait à Jean-Pierre Fournier. Il en avait hérité de son père et avait juré de ne jamais la céder. Le mobile, froid, implacable et économique, venait enfin d'apparaître au grand jour après 15 ans de ténèbres. La vérité se dessine alors dans toute son horreur. La disparition des Fournier n'avait rien d'un hasard. Était une opération planifiée, une exécution froide. Le pèlerinage annuel de la famille, leur itinéraire prévisible, offrait une fenêtre d'opportunité parfaite pour agir loin des regards de leur village. La panne sur l'autoroute A6N
était qu'une mise en scène, un piège tendu par des professionnels. Le gentil dépanneur N était qu'un homme de main, un exécutant. L'objectif n'a jamais été de demander une rançon, mais de faire pression sur Jean-Pierre, de le briser loin de chez lui, pour qu'il signe l'acte de vente de cette terre qui représentait tout pour lui. La foi de la famille, leur voyage sacré, avait été cyniquement utilisé contre eux pour les attirer vers leur perte. Une question cruciale demeure, comment les ravisseurs connaissaient-ils avec une telle précision les plans de voyage de la famille? Une embuscade aussi parfaite nécessitait forcément une complicité, une taupe. Les enquêteurs se tournent vers le cercle intime des Fournier, une perspective douloureuse mais nécessaire. Ils épluchent les relevés bancaires de tous les proches et connaissances de l'époque, à la recherche du moindre mouvement suspect. C'est là qu'ils trouvent un virement de plusieurs milliers d'euros, une somme considérable pour l'époque, effectué sur le compte d'un fonctionnaire de la mairie de leur propre village. Un homme que Jean-Pierre considérait comme un ami, quelqu'un à qui il était confié sur son itinéraire quelques jours avant de partir. La trahison venait de l'intérieur, du cœur même de leur communauté. Confronté aux preuves irréfutables de la transaction bancaire, l'ancien fonctionnaire, désormais un retraité paisible, s'effondre. En larmes, il avoue tout. Criblé de dettes à cette bancaire, époque, il avait été approché par un contact de Terra Nova. Pour une somme qui lui a permis de sauver sa propre maison, il a fourni les dates, l'heure de départ, et l'itinéraire exact, du pèlerinage des Fournier. Il jure qu'il pensait qu'il ne s'agissait que d'une intimidation, d'une manœuvre, pour effrayer Jean-Pierre et le forcer à vendre. Il n'imaginait pas, dit-il, une telle issue. Sa confession, bien que lâche, est la clé de voûte de l'enquête. Il donne aux gendarmes deux noms, celui du cadre de Terra Nova, qui a commandité l'opération, et celui de l'homme qui conduisait la dépanneuse ce jour-là. Le filet se resserrait enfin sur les vrais coupables. Grâce au nom fourni par le fonctionnaire, les gendarmes n'ont mis que quelques heures à localiser l'ancien dépanneur. Il s'appelait Alain Lemaire, un homme de 70 ans qui vivait reclus dans un petit pavillon de banlieue, à des centaines de kilomètres de la Saône-et-Loire. Quand les enquêteurs ont frappé à sa porte, ils ont trouvé un homme frêle, rongé par un cancer en phase terminale, qui semblait attendre cette visite depuis des années. Il n'a montré aucune surprise, seulement une immense lassitude, comme si le poids du secret qu'il portait depuis 15 ans était devenu trop lourd pour ses épaules fragiles. Son regard vide disait tout, il savait pourquoi ils étaient là. Le passé, qu'il avait tenté d'enterrer si profondément, venait de frapper à sa porte pour lui présenter l'addition. La fin de sa vie coïnciderait avec la fin du mensonge. Au début de l'interrogatoire, Alain Lemaire a nié en bloc, récitant une version des faits apprise par cœur, une histoire sans saveur et sans faille. Il était un simple mécanicien, rien de plus. Les enquêteurs l'ont laissé parler, puis, en silence, ils ont posé le cahier de Chloé sur la table, ouvert à la dernière page. Le dessin. Le dépanneur, la berline noire, et l'homme au visage gribouillé de rage. Le regard d'Alain s'est figé sur le papier. Ses mains se sont mises à trembler. Ce N était plus la police qui l'accusait, mais une enfant de 7 ans, à travers le temps. Le barrage qu'il avait construit autour de sa conscience pendant une décennie et demie s'est fissuré, puis s'est effondré dans un flot de larmes silencieuses. Le vieil homme a baissé la tête et, d'une voix brisée, a commencé à parler. La vérité, monstrueuse et suffocante, allait enfin être libérée. Sa confession fut un torrent de détails glaçants. Il a raconté comment l'opération baptisée le pèlerinage par ses commanditaires avait été planifiée des semaines à l'avance. La panne N était qu'un leurre. Ils avaient discrètement crevé un pneu de la Peugeot 504 sur l'aire de repos pendant que la famille prenait un café. Il a décrit la confiance dans les yeux de Jean-Pierre Fournier lorsqu'il a offert son aide, le soulagement d'Hélène. Puis, il a raconté l'arrivée de la berline noire de Prestige Transport, qui a bloqué la voiture familiale, transformant le sauvetage en piège. Il a décrit la terreur soudaine sur les visages des parents, la confusion de Lucas, et Chloé, qui s'est mise à pleurer en silence, serrant son cahier de dessin contre elle comme un bouclier. Ils ont été transférés de force, bâillonnés, et conduits vers une destination inconnue. Cette destination était une vieille ferme abandonnée, une propriété isolée acquise par Terra Nova via une société écran. Un lieu hors du temps et du monde, parfait pour faire disparaître des gens. Alain Lemaire a décrit l'atmosphère de cauchemar qui régnait dans la bâtisse. La famille a été séparée. Jean-Pierre a été emmené dans la grange, tandis qu'Hélène et les enfants étaient enfermés à lit, étage. Il se souvient encore des cris d'Hélène, suppliant qu'on ne fasse pas de mal à ses enfants, et de la rage impuissante de Lucas, qui a été violemment maîtrisé, après avoir tenté de s'interposer. Chloé, elle, ne pleurait plus. Elle était assise dans un coin, le regard vide, et dessinait.
Elle dessinait ce qu'elle venait de voir, ce qu'elle ressentait. Était sa seule façon de crier, de témoigner dans un monde qui était devenu silencieux et terrifiant. Le but de l'opération, a confirmé le maire, était simple et brutal: obtenir la signature de Jean-Pierre sur l'acte de vente du terrain. Pendant des heures, le cadre de Terra Nova, l'homme au visage gribouillé, a tenté de le briser. Il a utilisé la menace, l'intimidation, puis la torture psychologique, lui faisant entendre les pleurs de sa femme et de ses enfants. Mais Jean-Pierre Fournier, l'agriculteur à la fois inébranlable, n'a jamais cédé. Il a répété encore et encore que cette terre était l'héritage de ses enfants, et qu'il ne la vendrait jamais. Sa résistance, son intégrité, était quelque chose que ces hommes d'affaires cyniques ne pouvaient pas comprendre. Face à cet homme simple mais inflexible, leur plan bien huilé s'est enrayé. La frustration des ravisseurs s'est alors transformée en une rage froide et meurtrière. Face à ce refus obstiné, la décision a été prise. Une décision qui a scellé le destin de toute la famille, puisqu'ils ne pouvaient pas obtenir la signature, et qu'il y avait désormais 4 témoins qui pouvaient les identifier. Il n'y avait qu'une seule issue possible pour nettoyer le problème. L'ordre est tombé, froidement, comme une sentence commerciale. Pas de survivants. Alain Lemaire a raconté, la voix étranglée par le remords, comment ils ont été exécutés, un par un, dans le silence de la campagne bourguignonne. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas tiré, qu'il n'avait été que le chauffeur, le complice passif, mais ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Il avait conduit une famille vers son abattoir pour quelques milliers d'euros. Il avait échangé 4 vies contre le silence et l'argent. À la fin de sa confession, épuisé, vidé, Alain Lemaire a pris un crayon, et d'une main tremblante, a dessiné un plan sommaire de la ferme sur une feuille de papier. Il a marqué d'une croix un endroit précis, près d'un vieux puits asséché, à l'ombre d'un chêne centenaire. « Ils sont là », a-t-il murmuré. « Je les ai enterrés moi-même. Tous les 4, ensemble. » Était son dernier acte, une tentative dérisoire de rédemption. Avec cette carte, il ne donnait pas seulement aux enquêteurs l'emplacement de 4 corps. Il leur donnait la preuve finale, et irréfutable, la clé qui permettrait enfin à la justice de faire son travail, et à la famille Fournier, de recevoir une sépulture digne. 15 ans après leur disparition, le silence allait enfin être remplacé par la vérité, et le mystère, par le deuil. Sur la base des indications d'Alain Lemaire, les gendarmes et une équipe d'archéologie forensique se sont rendus à la ferme abandonnée. Le lieu était resté figé dans le temps, un squelette de pierre et de bois envahi par la végétation. Le silence était rompu que par le vent dans les arbres et le bruit des pelles mordant la terre. Près du vieux puits, à l'endroit exact désigné par la croix sur le plan, les recherches ont commencé. Il n'a pas fallu longtemps. Après quelques heures d'un travail méticuleux et respectueux, les premiers restes humains ont été mis au jour. Les analyses ADN ont rapidement confirmé ce que tout le monde redoutait. Étaient bien les corps de Jean-Pierre, Hélène, Lucas, et de la petite Chloé. Après 15 années d'incertitude, la famille Fournier était enfin retrouvée, non pas vivante, mais prête à recevoir la sépulture qu'on lui avait si cruellement refusée. Les arrestations ont suivi dans la foulée, rapides et spectaculaires. Le PDG de Terra Nova, un homme d'affaires respecté, qui siégeait désormais au conseil d'administration de plusieurs grandes entreprises, a été interpellé à l'aube dans sa villa luxueuse, sur la Côte d'Azur. Il n'a montré aucune émotion, son visage restant un masque d'arrogance glaciale, même lorsque les menottes se sont refermées sur ses poignets. L'ancien fonctionnaire de la mairie, lui, a été arrêté dans le pavillon où il coulait une retraite paisible, entouré de ses petits-enfants. Il s'est effondré en pleurs, un homme brisé par la culpabilité qui le rongeait depuis des années. Quant à Alain Lemaire, son état de santé étant dégradé, il a été placé sous surveillance médicale en détention. La toile de la conspiration, tissée dans l'ombre 15 ans plus tôt, venait d'être brutalement exposée à la lumière. Le procès, qui s'est tenu à la cour d'assises de Dijon, a captivé et horrifié la France entière. Il est devenu le symbole de la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Pendant des semaines, les témoignages se sont succédé, reconstituant pièce par pièce le puzzle macabre. La confession filmée d'Alain Lemaire, diffusée sur grand écran dans la salle d'audience, a glacé le sang de l'assistance. Mais le moment le plus poignant fut sans conteste la présentation du cahier de Chloé. Projeté pour le jury, le dernier dessin de la fillette est devenu le témoin silencieux et le plus accablant de tous. Le visage gribouillé de l'accusé, esquissé par la main d'une enfant terrifiée, a eu plus de poids que toutes les plaidoiries des avocats de la défense. L'innocence assassinée parlait directement à la conscience des jurés, et sa voix était assourdissante. Le verdict est tombé après une courte délibération. Coupable. Tous les 3.
Le PDG de Terra Nova et l'ancien fonctionnaire corrompu ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 22 ans. Alain Lemaire, en raison de son état de santé et de ses aveux, a écopé de la même peine, mais il est décédé dans sa cellule quelques mois après le verdict, emporté par son cancer. Dans la salle d'audience, au moment de l'annonce, Michel Fournier n'a pas crié. Il n'a pas exulté. Il a simplement fermé les yeux, et laissé couler les larmes qu'il retenait depuis 15 ans. Ce haine n'était pas de la joie, mais un soulagement immense et douloureux. La justice avait été rendue. La longue et solitaire bataille de sa vie était enfin terminée. Le nom de sa famille était lavé de tout soupçon, et ses assassins allaient payer pour leurs crimes. Quelques semaines plus tard, dans le petit cimetière de leur village, la famille Fournier a enfin eu droit à des funérailles. La cérémonie fut sobre et poignante. La communauté entière, autrefois divisée par le soupçon, s'est rassemblée pour leur rendre un dernier hommage. Les 4 cercueils, alignés les uns à côté des autres, symbolisaient la fin d'une attente insoutenable. Pour Michel, ce fut le jour le plus difficile de sa vie, mais aussi le premier jour du reste de son deuil. Il pouvait enfin se recueillir sur une tombe, déposer des fleurs sur une pierre où leur nom était gravé. L'incertitude, ce poison qui l'avait rongé pendant une décennie et demie, avait enfin disparu. Il restait la douleur, immense, infinie, mais serrée, était une douleur claire, une peine qu'il pouvait enfin commencer à apprivoiser, une page qu'il pouvait enfin tourner. L'affaire Fournier a laissé une marque indélébile sur la conscience française. En réponse à l'indignation nationale, une nouvelle loi a été votée, surnommée la « loi Chloé Fournier », visant à mieux protéger les petits propriétaires terriens, contre les pressions et les manœuvres d'intimidation des grands groupes industriels et immobiliers. Dans leur village de Saône-et-Loire, un petit mémorial a été érigé sur la place de Sulot, église. Il ne porte pas de statue, pas de grande déclaration. Juste une plaque de bronze sur laquelle est gravée une réplique du dernier dessin de Chloé. Un dessin d'enfant qui a traversé le temps pour révéler une terrible vérité. C'est un rappel éternel et puissant que même dans l'obscurité la plus profonde, la plus petite des voix peut finir par crier justice, et que l'innocence, même bafouée, peut avoir le dernier mot. Aujourd'hui, la ferme des Fournier n'est plus une ruine hantée par le mystère mais un lieu de mémoire. Après le procès, Michel a racheté la propriété, non pour y vivre, mais pour la préserver. Il y a planté 4 chênes, un pour chaque membre de sa famille, qui grandissent maintenant face au vent, leurs racines s'enfonçant dans la terre que Jean-Pierre a refusé de céder. Le silence est revenu sur le village, mais ce n'est plus le silence lourd du non-dit et de la suspicion. C'est le silence du deuil, un calme empreint de respect, et d'une tristesse qui ne disparaîtra jamais complètement. La vérité a apporté une forme de paix, mais elle n'a pas effacé les cicatrices. Elle a simplement permis à la communauté de pleurer ensemble, enfin unis dans une douleur partagée, plutôt que divisés par l'inconnu. Le legs de cette histoire est complexe. Il y a d'abord celui de Jean-Pierre, dont la résistance est devenue une légende locale. Son refus de signer, son intégrité face à la barbarie, n'était pas un simple acte de défi, mais l'affirmation ultime de ses valeurs. Cet homme de la terre, profondément croyant, a démontré que la vraie force ne réside pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la fidélité à soi-même et à ceux que l'on aime. Il a perdu la vie, mais il n'a pas perdu son âme. Son sacrifice, bien qu'involontaire, a finalement permis à la vérité d'éclater, car sans son refus obstiné, il n'y aurait eu aucune raison de faire disparaître toute sa famille, et le crime parfait aurait pu le rester pour toujours. Et puis, il y a l'héritage de Chloé, le plus puissant de tous. Son petit cahier de dessin est aujourd'hui conservé sous scellé, mais des reproductions de son dernier dessin sont exposées dans les écoles de journalisme et de gendarmerie à travers le pays. C'est devenu un cadet, école, un symbole de la manière dont la vérité peut émerger des sources les plus inattendues. La loi Chloé Fournier protège désormais des milliers de familles, et le mémorial dans son village rappelle à tous que l'innocence d'une enfant a été plus forte que la conspiration d'hommes puissants. Dans ce monde cynique, Chloé a prouvé que parfois, pour voir clair dans les ténèbres, il suffit d'avoir le regard d'un enfant, un regard qui ne sait pas encore mentir. L'affaire Fournier nous enseigne une leçon troublante sur le temps et la justice. Pendant 15 ans, le temps a été l'allié des coupables, effaçant les souvenirs, enterrant les preuves et usant l'espoir. Mais il a aussi été un gardien silencieux, préservant un témoignage crucial dans l'obscurité d'un pneu, attendant qu'un simple geste, celui d'un vieil homme faisant le ménage, vienne tout changer. Cette histoire nous rappelle que les secrets les plus sombres ne sont jamais totalement à l'abri. La justice ne suit pas toujours une ligne droite. Parfois,
Elle emprunte des chemins tortueux, faits de coïncidences, de la persévérance d'un seul homme, et du témoignage posthume d'une petite fille, qui, avec un simple crayon, a désigné ses bourreaux. La famille Fournier n'est plus un dossier classé, un mystère non résolu. Leurs noms ont été rendus à leur histoire, à leur dignité. Leur tragédie est devenue un symbole de la lutte pour la vérité, aussi longue et douloureuse soit-elle. C'est un rappel que derrière chaque fait divers, il y a des vies, des rêves et des amours brisés par la cupidité et la cruauté humaine. Si vous croyez qu'aucune victime ne doit être oubliée, et que la quête de la vérité est fondamentale, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres enquêtes approfondies sur des affaires qui doivent être racontées. Merci de nous avoir écoutés.